Bonjour tout le monde. C'est une Belfortaine qui va vous parler d'exemples normands. Donc c'est un peu particulier, mais comme ça je suis complètement neutre. Donc on a 3 illustrations. Une première illustration par Catherine Pigeon. Donc Catherine Pigeon est conseillère en insertion professionnelle chez Actif et Dynamique à Caen. Hein, voilà. Et Actif et Dynamique a plusieurs structures et elle interviendra plutôt sur l'entreprise de travail temporaire, qui est aussi dans une logique d'agence d'emploi de l'économie sociale et solidaire sur, en gros, l'intérim autrement. On a Camille Branelec, qui est de Média Formation. Donc Camille est ici, voilà. Média Formation, qui est coordinatrice d'un dispositif qui s'appelle PAR 76, un accompagnement renforcé pour le public réfugié. Et puis Nicolas Bansard qui intervient, qui est directeur de la mission locale. Alors pour moi c'était Saint-Lô, alors maintenant elle s'appelle Centre-Manche, voilà, qui nous parlera d'un écosystème, de la dynamique d'un écosystème de reconnaissance, on va dire de développement de connaissances, de compétences et de reconnaissance. Donc j'avais préparé plein de choses, mais par rapport à ce qu'a dit André, il y a plusieurs éléments. Je vais juste situer 3 termes qui sont quelque part les communs des 3 illustrations. Le premier terme, c'est la confiance. André l'a soulevé un petit peu, mais on ne peut pas penser des systèmes d'accompagnement, reconnaissance, emploi quand on mélange ces 3 termes sans confiance. Et sous confiance, il y a des notions effectivement de crédibilité et de légitimité. Et je voudrais prendre deux autres dimensions. La dimension qui concerne le commun. Vous aurez plusieurs ateliers pour l'aborder ce matin, tout de suite après les illustrations normandes. Et quand on parle de commun, je pense que si on est trop dans le commun, on oublie, on peut arriver à une norme. C'est-à-dire que le commun, et on échangera là-dessus, peut devenir une norme. Or, la norme peut empêcher de créer. Donc, ce qu'on va voir dans ces 3 illustrations, c'est qu'ils sont peut-être tous les 3 sortis un peu de la norme, en essayant de réfléchir au « ça dépend ». Le ça dépend, c'est qu'il y a des principes d'intervention communs. Par contre, ça dépend. Ça dépend des publics qu'on accompagne. Ça dépend du territoire sur lequel on est. Ça dépend du système pour lequel, effectivement, on travaille. Et puis, dernier élément, c'est la dimension, André l'a insisté, partie prenante, comment le public, les acteurs, et je dirais tous les acteurs, peuvent être partie prenante de la construction d'un système qui reprend ces 3 termes, reconnaissance, emploi et accompagnement. On va commencer par Catherine. Donc, je ne sais pas si on se passe le micro, voilà, comment on fonctionne. Si filaire, c'est mieux ou pas? Bonjour. C'est bien, il est peut-être mieux d'ailleurs. Ok. Eh bien, je vais prendre le relais. Merci beaucoup Agnès. Comme elle l'a précisé, donc je suis conseillère en insertion professionnelle donc pour une structure caennaise, actif et dynamique et aussi éthique. Là, je vais vous parler d'un exemple, on va dire, sur la structure. Alors, je suis désolée pour la qualité de la photo. Sur la structure active, qui est une association intermédiaire, donc comme on l'a dit tout à l'heure, de mise à disposition de personnel auprès de publics, auprès de clients variés, aussi bien des collectivités, des particuliers et puis d'entreprises privées. Moi, je suis donc conseillère en insertion professionnelle depuis 16 ans pour la structure et ça fait... depuis 13 ans pour la structure et depuis 16 ans sur le métier. Donc, je vais faire une intervention en 2 parties. Je vais vous parler de notre exemple qui sort un petit peu de l'ordinaire et je vais un petit peu dévier sur le métier de CIP car justement, en lien avec les événements liés au confinement, il a fallu aussi repenser notre façon d'accompagner de façon différente et remettre du lien. Donc, ça fait un petit peu un parallèle à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment on accompagne notre public avec de la distanciation sociale. Et je pense que ça peut être aussi intéressant et une réponse à plusieurs professionnels qui sont présents aujourd'hui. Alors, je suis désolée, on ne voit pas très bien. Alors, j'ai 2 photos à vous montrer. Il s'agit d'une salariée d'Actif que nous avons choisi pour intervenir dans le magasin. Donc, comme vous le voyez, désolé, ça fait de la pub pour un magasin de produits bio.
Et l'idée étant, comme peut-être vous le savez, dans l'insertion activité économique, donc il y a insertion et activité économique, donc il faut lier les deux. Hein. L'activité économique n'est pas l'ennemi de l'insertion. Il n'y a pas de tabou à dire qu'on produit de l'économie aussi sur une activité d'insertion. Ce n'est pas se faire de l'argent sur le dos des personnes en recherche d'emploi, on est bien d'accord, mais c'est au contraire, c'est aussi eux qui sont partie prenante de la structure. Et nous, on a cœur à dire que la part de subvention pour la structure est vraiment infinitésimale. Donc, c'est-à-dire que c'est en partie la production de l'activité économique qui a la plus grande part sur notre budget. Donc, bien sûr, comme toute activité, comme toute entreprise, il faut se réinventer pour développer aussi notre activité sur le territoire et se faire connaître. Et là, où on avait une petite perte au niveau de notre clientèle, c'était chez les particuliers. Et on s'est dit, bah voilà, notre clientèle active, ça a 30 ans, hein, plus de 30 ans même maintenant. Donc notre clientèle, elle est fidèle, mais elle est un peu vieillissante. Et en face, on n'a pas de nouveaux clients qui font appel à nous. Et nous, on fait travailler des aides ménagères et c'est quand même un bon moyen de faire évoluer aussi des personnes sur les métiers de l'aide à la personne. Et certaines sont devenues aujourd'hui aides-soignantes dans des hôpitaux. Donc, comment essayer de contacter ce nouveau public, ce public, on va dire, qui aura les moyens de prendre une aide ménagère régulièrement et aussi qui comprendra le fait que cette personne-là souhaitera évoluer au niveau de son parcours. Parce que lorsque vous êtes face à une personne, on va dire âgée, elle s'attend à ce qu'elle garde cette personne pendant beaucoup d'années. Sauf que nous, dans l'insertion, l'idée, c'est que la personne elle reste maximum 2 ans. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, on s'est dit, voilà, tournons-nous vers ce public-là. Donc, le public, on va dire, en activité, ayant une forte capacité économique et donc, pourquoi pas, aussi avec une sensibilité qui va être sensible à l'économie solidaire, justement. Et donc, on s'est dit, on va contacter, donc on a mis un contact avec donc les magasins Biocoop et qui ont accepté de nous accueillir dans le cadre d'une démarche de présentation. Et donc, c'est ce qui se passe là, une présentation de l'utilisation des produits éco-responsables. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de former toutes nos aides ménagères sur l'utilisation de produits éco-responsables, parce que justement, c'est leur métier. Elles passent 6 heures par jour avec tous les produits nocifs que vous connaissez. Certains qui, voilà, malheureusement, quand vous faites le ménage chez vous, c'est du ponctuel. Elles passent toute la journée et malheureusement, des fois, même si elles mettent des gants, on sait très bien que des fois, c'est pas hyper respecté et elles vont s'abîmer. Enfin voilà, c'est quand même un métier assez dangereux. Donc, nous, on incite à ce que nos clients utilisent ces produits-là et du coup, il fallait quand même former nos salariés à la confection de recettes pour le sol, pour la lessive, etc. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On a choisi, donc il a fallu choisir parmi nos salariés une personne. Et nous avons choisi cette personne, Madame B. Et là, je voudrais une petite participation de votre part pour me dire un petit peu ce que vous inspire. Auriez-vous un mot pour me dire ce que vous inspire cette personne que nous avons choisi? Ou deux, hein. Voilà, donc, alors en effet, je suis désolée, hein, j'aurais voulu une plus jolie photo, mais... Alors, il va falloir crier fortement. Appliquer, concentrer. Pardon? Consciencieuse, on voit qu'elle a, voilà. Après, sur la première photo, ah mince, c'est pas celle-là. Tac, sur cette photo-là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc vous avez dit, voilà, que bonne présentation, on va dire. Quoi d'autre?
sympathique, d'accord? Accueillante. C'est une personne, lorsque vous allez faire vos courses, vous la voyez en train de faire ses recettes et vous allez vous diriger vers elle. Elle va vous inspirer, en effet, la confiance, tu en as parlé tout à l'heure. Et donc, vous m'avez donné plein de points de force. Cette personne, elle a plein de points de force qui sont réels, je suis d'accord avec vous, elle a bien ces qualités-là. En aucun cas, est-ce que vous m'avez dit que cette personne ne savait pas lire? Vous ne m'avez pas dit que cette personne n'avait aucun diplôme. En aucun cas, vous ne m'avez dit que cette personne est de nationalité étrangère. Et en aucun cas, vous ne m'avez dit que cette personne a plus de 60 ans, donc c'est une senior. D'accord? Donc, et en effet, cette personne-là, donc je vous rassure, elle m'a donné l'autorisation de parler de son exemple. Mais étonnamment, et on n'a pas choisi du tout cette personne pour ces 4 derniers, on va dire, critères qui nous sont constamment envoyés, mis en avant par nos partenaires qui nous envoient du public. Lorsqu'un partenaire nous envoie du public, comment nous le présente-t-il? J'ai une personne, c'est une senior, elle n'a pas de diplôme, elle n'a vraiment pas beaucoup d'expérience, elle a un peu mal au dos, mais alors elle est motivée. Oui. Moi, je suis avant tout employeur quand même. Hein. Donc, il faut que la personne, je la fasse travailler. Il faut que je dise à mes clients, ah, cette personne-là, bon, vous voyez, m'aide pas. Hein. Donc là, j'invite tous les professionnels, vous avez vu que grâce à cet exercice-là, il est important de s'appuyer sur les idées forces, sur les points de force de cette personne-là, et non ses caractéristiques. Cette personne, on ne l'a pas recrutée pour ses points faibles. On s'en fiche qu'elle ne sache pas lire, on s'en fiche complètement de sa nationalité. On l'a pris pourquoi? Parce qu'elle inspirait la confiance. Et donc là, on se rend compte qu'être senior, c'est un avantage, dites donc. Ah ouais, c'est nouveau. On ne l'avait jamais dit. Être senior, c'est un avantage. Elle inspire la bienveillance, la confiance. On se dit, ah, elle connaît son domaine. Voilà. Et en plus, c'est elle qui apprend quelque chose aux autres. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que on s'appuie, on a innové avec cette expérience. Alors, on l'a fait qu'une fois, parce que madame est partie en retraite quelques mois après de bonnes années de loyaux services. Mais voilà, en fait, ce qui est important, au-delà de cet exemple, c'était de vous expliquer que lorsque vous accompagnez du public ou lorsque vous êtes dirigeant d'une structure d'insertion, ne voyez pas votre public comme un public en difficulté. Moi, souvent, quand je dis quel est mon métier, on me dit « Ah, tu t'occupes des gens en difficulté, ça ne doit pas être facile tous les jours. » Je dis au contraire. Et puis, c'est surtout que le public en difficulté, ça peut être toi et ça peut être moi, demain. Et on l'a vu qu'avec le contexte, aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Donc, très important, on a tous des points de force. Appuyez-vous sur vos publics, hein, sur les points de force de vos publics, sur ces qualités. D'accord ? C'est très, très important. Et c'est très valorisant. Vous imaginez bien que pour Madame B, ça l'a énormément valorisé. Elle était très contente de représenter actif au même titre qu'un permanent. Voilà. Je vais juste continuer sur une autre partie que je n'avais pas prévue. Donc là, j'improvise complètement. Mais en fait, ça m'a donné une idée tout à l'heure. Votre intervention, c'est sur comment accompagner avec la distanciation sociale. C'est une évolution qui, de par mon expérience, en fait, était déjà un processus en cours depuis quelques années. Lorsque nous sommes CIP, donc conseiller en insertion professionnelle, c'est un métier qui s'est créé un petit peu de soi-même. Il n'y avait pas encore de formation à l'époque et tout de suite on nous a vu, mais vous n'êtes pas, mais c'est quoi votre légitimité? Et on s'est interdit beaucoup de choses. On n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas des psys, on n'est pas, donc on s'est mis des cadres. Et en fait, on a longtemps travaillé sur un process
Les formations, quand vous allez en formation, vous suivez un process dans votre diagnostic. Lorsqu'une personne vous parle et qu'elle vous parle de sa situation, quand vous êtes CIP, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, là, problème de logement, je vais pouvoir l'aider là-dessus. Ah, problème de formation, qualification, oui, je vais peut-être lui proposer quelque chose, une remise à niveau là. Ouais, ouais. Oh, puis il n'a pas confiance en lui, hein. On va peut-être le rebooster un petit peu. Ouais, ouais. Et en fait, on ne fait que ça. Hein. Ça, c'est une déformation professionnelle que nous avons, c'est-à-dire qu'on pioche tous les, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les points de faiblesse, parce que c'est notre métier de faire en sorte d'aider la personne. Okay. Et puis, comme on est toujours en doute sur notre légitimité et on veut beaucoup de professionnalisme à notre métier, alors on met plein de barrières. Hein, on met le bureau, on se met bien de l'autre côté du bureau. Des fois, certaines mettent plein d'objets sur leur bureau pour que ça... Pas d'affectif, surtout pas. Hein, c'est pas pro. D'accord? Sauf que là, pareil, hein, la distanciation sociale, si vous rajoutez à ça justement un côté non, mais moi je garde mes distances, hein, la personne elle me raconte sa misère, je vais être empathique, hein, je vais faire ah oui d'accord, je comprends en effet, etc. Mais la personne qui vous dit elle est bien en ce moment, est-ce que vous êtes certaine ou certain pardon, que cette personne va bien après ce stress que nous avons tous vécu? Il y a certaines personnes, et nous y compris, qui avons très mal vécu le confinement. Ça a été un gros stress. Et lorsque l'on subit un stress, un événement marquant, qu'est-ce qui se passe derrière? Il peut y avoir ce qu'on appelle le stress post-traumatique. D'accord? Donc, attention à ça maintenant dans votre accompagnement, dans votre relation à l'autre. Alors moi, je l'expérimente depuis, on va dire, 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que lors d'un entretien, si vous êtes en face avec une personne qui est un peu bloquée sur son projet professionnel et qui a du mal à verbaliser, si vous restez dans votre carcan habituel, professionnel, où je pose des questions, j'ai les réponses, et puis je vais explorer et je vais utiliser tel outil, le trèfle à 4 feuilles, ou je ne sais plus quoi encore, hein, le trèfle chanceux, voilà. Hein, donc voilà, on aime beaucoup les outils. Hein, ça c'est voilà. Et donc, du coup, des fois, en face, vous n'allez pas forcément avoir le retour que vous attendez. Autorisez-vous à redevenir un humain. Et comment ça va? Ça va? Oui, vraiment. Comment avez-vous vécu les choses? Parce que moi aussi, c'était des fois un petit peu difficile pour moi. Vous avez le droit de parler de vous. Vous avez le droit de parler de vous et de redevenir cet humain et de vous mettre au même niveau que la personne. N'oubliez pas que le CIP... Pour la personne qui est en face, c'est celui qui a la vérité. On en a parlé tout à l'heure de la vérité. Beaucoup de personnes, si vous leur dites « Ah, vous, demain, je vous vois en restauration », la personne va vous dire oui, alors qu'elle déteste ça, parce qu'elle est paumée. Donc attention à ça. Remettez de l'humain, remettez-vous au même niveau que la personne. Vous pouvez vous autoriser à parler de cinéma, et des fois, vous allez recréer un lien. Les gens sont en recherche de ça. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions. Eh bien, j'ai terminé alors. Merci Catherine. Merci. Dans ce que tu nous as apporté, on peut ajouter à ce qu'on a déjà partagé, évoqué, la question des représentations et des croyances. Je pense que dans le travail que tu fais, c'est faire bouger les représentations et les croyances. Tout à fait, élément important. C'est se réinventer. Voilà, de réinventer comment on peut faire bouger, regarder autrement, et ça nous rapproche des questions de marketing, souvent un gros mot dans le champ de l'accompagnement, pour autant très proche. Et puis la deuxième chose sur laquelle tu as insisté, et tu avais du coup pas prévu d'y aller, mais c'est l'entrée. En France, on a une approche effectivement du diagnostic par les défaillances, par les manques, par les faiblesses, par ce qui n'est pas. Et le professionnel de l'accompagnement a pour mission de combler, a pour mission à un moment donné d'enlever ces manques, de rajouter toujours des éléments. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur ce qui existe déjà? Ça a été dit par André, c'est la présomption de ressources.
s'appuyer sur ce qui existe. Tu parles d'idées force, moi je parle de point d'appui, peu importe les termes, mais s'appuyer sur ce qui existe déjà. Des pas japonais sur la pelouse, c'est-à-dire que les éléments qui sont les éléments effectivement qui tiennent. Merci Catherine. Camille? Bonjour à tous. Tu veux que je fasse bouger? Je vais le faire du coup. Ok, d'accord. Donc je m'appelle Camille Branelec et je travaille à Média Formation, donc qui est une structure basée à Rouen. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle le PAR 76, une opportunité pour nos entreprises, et en fait qui a un parcours d'accompagnement des réfugiés vers l'emploi sur le territoire séno-marin. Donc c'est un projet qui est financé en fait par le ministère du Travail dans le cadre du PIC, donc avec aussi le groupe de la Caisse des dépôts. Donc c'est dans le cadre du PIC, c'est les projets qu'on appelle insertion professionnelle des réfugiés, donc qui sont des projets d'expérimentation. Donc voilà, de tester des nouvelles façons d'accompagner et de pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne et de pouvoir en tirer des leçons et voilà, proposer des parcours en fait qui favorisent l'insertion professionnelle. Alors, c'est un projet qui est porté par un consortium de structures. Oui. Ah, un peu plus, pardon, c'est mieux. Donc, avec Média Formation, Fodeno Le Havre, donc un centre de formation aussi du Havre, Éducation et Formation, les missions locales de l'agglomération rouennaise et du Havre, et puis le Greta et l'AFPA. Donc, c'est un consortium de 7 structures. Notre objectif, donc, c'est de permettre aux personnes réfugiées de retrouver un emploi durable ou d'accéder à la formation qualifiante. Donc, le public cible de ce projet, ce sont les bénéficiaires d'une protection internationale, avec une priorité qui est donnée au public moins de 26 ans, donc aux jeunes, aux personnes qui sont en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme, aux plus de 40 ans et aux femmes, notamment aux femmes isolées, et également aux personnes qui sont accueillies dans les centres d'hébergement ou qui sont accompagnées par la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Donc ce projet, il est déployé sur 3 territoires où sont principalement localisées les personnes réfugiées en Seine-Maritime, donc au Havre, à Rouen et à Dieppe. Donc à Dieppe, il y a peu de personnes, donc c'est principalement sur le Havre et Rouen que se trouvent les bénéficiaires du projet. Alors, pour vous resituer un petit peu le contexte, en fait, le constat, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile qui arrivent de plus en plus sur le territoire de la Seine-Maritime, donc des personnes réfugiées et qui se confrontent à des difficultés pour accéder à l'emploi ou à la formation qualifiante, souvent parce que les prérequis en termes de niveau de français sont élevés, ensuite parce que c'est des personnes qui ont parfois aussi un niveau de formation initiale assez bas dans leur pays, parce qu'il y a des difficultés financières, notamment pour les jeunes de moins de 26 ans, enfin de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA, des problématiques aussi liées au logement. Donc l'idée, dans ce projet, c'est de pouvoir créer en fait une mise en réseau, de faciliter les rencontres de toutes les personnes qui vont accompagner les réfugiés. Parce qu'on se rend compte qu'en général, dans le parcours vers l'insertion professionnelle, ces personnes-là connaissent de nombreuses ruptures. Elles vont faire une première formation en français, puis après ça s'arrête, il se passe quelques mois, elles ont une autre formation, ça s'arrête, elles n'arrivent pas à rentrer en qualifiant. Enfin voilà, il y a ce contexte de rupture de parcours qui intervient régulièrement. Donc l'idée, c'est de créer une mise en réseau, de faciliter les rencontres entre les acteurs qui accompagnent les réfugiés, donc que ce soit les missions locales, le pôle emploi, avec aussi les centres de formation linguistique, les centres de formation qualifiante, avec les entreprises, les acteurs de l'emploi de manière générale. Et de pouvoir proposer un parcours qui soit sans rupture pour les personnes accompagnées. Donc du côté des bénéficiaires, ce qu'on propose, c'est un parcours d'accompagnement renforcé et personnalisé, donc sur 1 an en moyenne, pour favoriser leur insertion professionnelle, avec une personne, un accompagnateur emploi, alors qui est un CIP, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui va suivre vraiment la personne de l'orientation vers le dispositif jusque dans l'emploi ou dans la formation qualifiante. On propose un suivi intensif, donc dans une logique d'accompagnement global, parce qu'on va travailler en lien avec les référents sociaux des centres d'hébergement ou avec l'accompagnateur social si la personne a un accompagnement social.
Et la particularité aussi du projet, c'est que l'accompagnement se poursuit dans l'emploi ou dans la formation qualifiante. Donc c'est pas quand la personne trouve un emploi, elle ne sort pas de l'accompagnement. L'accompagnement se poursuit avec une médiation entre le bénéficiaire et l'entreprise pour pouvoir sécuriser l'emploi. Ensuite, du côté des acteurs de l'accompagnement et des entreprises, on se rend compte que, par exemple, dans les centres de formation qualifiante, il y a souvent un besoin, des actions en fait, où ils aimeraient pouvoir intégrer d'autres publics sur les actions qualifiantes, notamment des publics qui n'ont pas le français comme langue maternelle, mais dans la réalité, c'est difficile de les intégrer. Généralement, ils ne passent pas la barrière, généralement. Souvent, il y a des problèmes, des difficultés d'accès, notamment au moment des tests pour rentrer sur ces formations qualifiantes. Et puis, on a aussi les entreprises qui voudraient pouvoir recruter, mais voilà, il y a des postes qui ne sont pas pourvus, mais qui ont des difficultés à recruter aussi des bénéficiaires d'une protection internationale. Souvent parce qu'il y a une méconnaissance des enjeux liés à l'insertion professionnelle de ce public-là. Donc, dans le projet PARC 76, ce qu'on met en place, c'est des actions de sensibilisation à l'enjeu de l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Donc pour les acteurs de l'accompagnement, mais aussi pour les entreprises. Pour travailler sur l'accès à la formation qualifiante, on est en lien avec le GRETA et l'AFPA puisqu'ils font partie du consortium. Et on a mis en place des personnes qu'on a appelées des médiateurs réfugiés, donc au sein du GRETA et de l'AFPA, et qui ont pour rôle de faciliter l'accès des bénéficiaires aux qualifiants. Ensuite, on travaille aussi on expérimente les badges numériques, donc pour valoriser les compétences et favoriser le repérage des compétences, notamment les compétences qui sont attendues par les entreprises, puisqu'on se rend compte que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit auparavant, mais que les entreprises, voilà, il y a parfois des critères de diplôme, d'années d'expérience. Puis en fait, quand on discute avec elles, elles nous disent oui, en fait, nous, on a besoin d'une personne qui va être fiable, qui va être ponctuelle, qui va être souriante, avec qui ça va être agréable de travailler, en qui on peut avoir confiance, et que finalement, ces compétences-là, c'est pas forcément des compétences qu'on peut repérer aujourd'hui. Donc voilà, il y a cet enjeu-là aussi. Et puis, alors ça je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le fait de pouvoir aussi proposer une médiation entre l'entreprise qui recrute un bénéficiaire de l'accompagnement et d'avoir que l'accompagnateur emploi puisse travailler avec l'entreprise et le bénéficiaire de l'accompagnement pour pouvoir sécuriser le parcours. Donc parfois en proposant d'autres actions de formation au sein de l'entreprise ou pour pouvoir être là éventuellement pour lever des incompréhensions ou des choses comme ça. Et donc de pouvoir aussi proposer un service d'accompagnement pour aider les entreprises à recruter et à intégrer durablement des bénéficiaires du projet. Alors concrètement, aujourd'hui, on accompagne 160 personnes, donc sur les 3 territoires que j'ai évoqués tout à l'heure. Ces personnes-là, elles en sont à peu près là entre 5 et 7 mois d'accompagnement. Donc il y a eu tout un travail avec elles autour de la construction de leur projet, de la validation de leur projet avec des périodes de mise en situation en entreprise, un travail aussi autour de la confiance en soi. Et puis actuellement, pour vous donner quelques chiffres, il y a 5 personnes qui sont en CDI, 12 qui sont en CDD de plus de 6 mois, 14 en CDD de moins de 6 mois, 10 qui sont entrés en formation qualifiante et 72 qui sont actuellement sur des parcours de formation pour renforcer les savoirs de base ou alors de formation linguistique. Voilà. Je ne sais pas si on peut peut-être passer aux questions ou il reste encore un petit peu de... Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. 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 Ouais. Ouais. Mm.
Oui. Oui. Alors, cette partie-là, elle est encore en expérimentation, en construction, parce qu'on a d'abord formé en fait les acteurs du projet sur les badges numériques. On a commencé aussi à en construire. Puis c'est vrai que la période de confinement aussi a été un peu à freiner un petit peu tout ça, notamment dans le travail avec les entreprises, parce que l'idée c'est justement d'associer les entreprises et les bénéficiaires dans la construction des badges. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été développé complètement. On en a encore à réfléchir. Et puis c'est vrai que sur les contacts qu'on a avec les entreprises par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un peu de réticence pour l'instant dans ce qu'on perçoit. Enfin, un petit peu de réticence. Non, c'est un petit peu fort. Mais en tout cas, ce sera un vrai enjeu de voir s'ils peuvent vraiment s'appuyer sur ces badges pour recruter. Alors après, ce qui compte aussi, c'est que ce soit des entreprises, par exemple, qui accueillent des personnes en stage auparavant aussi, qui peuvent aussi avoir, rencontrer concrètement des bénéficiaires, avoir une première expérience dans la relation professionnelle avec ces bénéficiaires-là. Voilà. Mais c'est encore sur une phase un peu expérimentale et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent et on n'a pas toutes les réponses, mais on essaye des choses. Voilà. Vous aurez des réponses avec une partie des réponses avec Nicolas, l'intervention qui va suivre sur en tout cas le questionnement de comment faire pour que tous les acteurs soient impliqués et pas justement quelque chose qui vient du dessus. Oui. Oui. Pour le repérage des bénéficiaires, alors là, on travaille aussi avec les partenaires institutionnels, donc avec le Pôle emploi, avec l'OFI, avec les centres d'hébergement aussi qui sont associés. Donc il y a eu toute une communication autour du projet auprès de ces différents partenaires et c'est eux qui nous orientent le public. Donc il y a 45% des personnes accompagnées qui sont en structure d'hébergement. Donc là, c'est leurs référents au sein de la structure d'hébergement qui orientent les personnes vers le parcours d'accompagnement. Pôle emploi aussi a orienté des personnes. L'OFI nous a aussi orienté des personnes. On travaille aussi en lien avec les villes. Donc il y a des CMS qui nous ont orienté du public, aussi des structures associatives. Donc toutes les associations qui travaillent avec des bénéficiaires de la protection internationale. On a travaillé aussi avec elles en amont. Donc on a aussi des orientations de la part des structures associatives. Et puis on a aussi des candidatures spontanées, parce qu'il y a eu du bouche à oreille aussi sur le projet. Donc on a aussi des personnes qui se sont présentées spontanément. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais parler comme ça. Les entreprises impliquées, c'est des entreprises qui ont passé des annonces et vous avez aidé les personnes à répondre, ou c'est des entreprises qui étaient impliquées en amont? Alors les deux. En fait, on a travaillé sur un club d'entreprises. Donc ça, on a fait des événements on a invité les entreprises, notamment pour les sensibiliser sur la question de l'employabilité des personnes réfugiées, parce qu'il y a souvent une confusion entre une personne migrante, une personne réfugiée. Qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce que ça va pas être compliqué pour moi en tant qu'entreprise de recruter une personne comment je vais faire pour recruter une personne bénéficiaire de la protection internationale? Donc on a organisé des actions de sensibilisation, notamment on a travaillé en lien aussi avec le Crépi Normandie et on a proposé l'intervention d'une spécialiste en fait du droit d'asile qui a pu donner des éléments aux entreprises pour pouvoir les rassurer aussi par rapport à ça. Donc il y a des entreprises qui sont intéressées en fait, qui souhaitent pouvoir proposer des choses. Alors ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des stages ou de l'emploi pour des
personnes réfugiées. Et il y a aussi eu des réponses à des offres et des personnes qui sont rentrées en emploi par ce biais-là. Donc il y a les deux cas qui se présentent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Merci Camille. Merci. Dans ce que Camille a évoqué, il y a la question effectivement de on retrouve la confiance, initier des passerelles, et il y a un élément important, c'est comment on travaille avec les entreprises pour qu'elles puissent définir ce qui est incontournable, ce qui est indispensable, ce que la personne ne pourra pas apprendre. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait déjà avant de pouvoir effectivement démarrer. Et puis sur le dernier point qu'elle a évoqué, c'est comment on peut mener des actions pour transformer la représentation, en tout cas des croyances. Ouais. Transformer la représentation des croyances, il n'y a pas de souci, que les employeurs pourraient avoir, et notamment la différence entre les réfugiés politiques ou réfugiés et puis effectivement migrants. Nicolas, lui, va avoir une entrée ou une approche plus globale, puisqu'il va nous parler d'un écosystème territorial. Comment, en gros, un territoire peut devenir apprenant, comment on travaille ensemble et comment on fait de la reconnaissance un objet de travail partagé. Oui, bonjour. Je ne vais pas vous présenter un projet puisqu'il ne fait que démarrer, il y a à peine 15 jours. Ce que je souhaitais vous présenter, c'est une démarche. Voilà. C'est la démarche d'un collectif qui s'est constitué suite à une rencontre entre la mission locale du Centre-Manche, Nathalie qui est là, et le CIBC il y a maintenant 3 ans, autour de la construction d'un cirque social. Et puis la rencontre avec Muriel et Eden, évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de parler de badge numérique. Voilà, c'est un peu leur joujou depuis quelques années. Voilà, et ça a donné l'envie de creuser. Alors, on avait comme clé d'entrée les badges numériques, l'outil. Le territoire, on ne connaissait pas ce que c'était. Et puis, c'est cette démarche-là de découverte d'un outil qui s'est transformé en envie de co-construire ensemble un écosystème territorialisé, pas des badges numériques, mais de la reconnaissance, les badges n'étant qu'un outil de la reconnaissance. Et c'est cette démarche, ce cheminement qu'on a eu depuis 2 ans, enfin 1 an et demi, 1 an 3/4 maintenant, c'est ce cheminement que je voulais présenter aujourd'hui, cheminement qui débouche maintenant sur 2 projets d'envergure, un projet porté par le CIBC financé dans le cadre du 100% et un projet porté par la mission locale financé dans le cadre du PRIC par la région Normandie. Donc 2 projets qui sont très très liés, très concomitants et très très complémentaires. J'aurais tendance à dire, mais Muriel me contredira peut-être, je ne pense pas, que l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Voilà ce qui est extrêmement intéressant. On est parti au départ du badge. Voilà, et c'est le badge qui nous a... Il y a des partenaires du collectif qui sont présents. C'est le badge qui nous a mobilisés. Et c'est vrai qu'on s'est réunis une première fois à l'automne 2018. On était nombreux, on était surpris même. Évidemment, la mission locale, le département qui est présent, Cap Emploi, je n'ai pas changé de nom d'ailleurs, l'ensemble des structures de l'insertion par l'activité économique, le MEDEF qui était avec nous, l'AREA Normandie qui est une association que vous connaissez sans doute autour de la promotion de l'agroalimentaire, les consulaires, je ne les ai pas notés, enfin bon, on était vraiment, le CORAS, les collectivités territoriales, voilà, on était vraiment un certain nombre, un peu par curiosité je pense au départ, à se réunir. Et très vite, on s'est accordé, on a eu vraiment la volonté très forte de construire. Alors c'est bateau quand on le dit comme ça, et là je vais répondre, j'espère en tout cas à votre question. L'idée c'était de construire la reconnaissance des compétences des personnes au regard des besoins du territoire. Et vous allez voir, là, c'est la question que vous posez. Est-ce qu'on a construit quelque chose de descendant ? Eh bien non, justement, on a renversé la conception de la démarche compétence, je pense. Enfin, je pense qu'on l'a vraiment renversée. On a aussi, et surtout, et c'est ça que moi que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et mes collègues pourraient en parler, on a renversé aussi les pratiques d'accompagnement à travers cette réflexion. Et on est parti des badges,
Et on a commencé à badger tout récemment, c'est-à-dire qu'un an et demi après, on a commencé à produire du badge. Voilà. Mais ce n'est pas tant les badges. Alors, je vais vous parler d'un badge parce qu'il me semble vraiment significatif de la démarche et ça inscrit dans le marbre toute une réflexion. Malgré tout, il faut le faire aussi. Mais c'est pas. Donc c'est vrai que pour moi, dans le cadre de la construction d'un écosystème de reconnaissance, le niveau de batterie est faible. C'est pas grave, hein, les PowerPoint, c'est fait pour pas être suivi, donc je peux m'en passer quelque part. C'est vrai qu'il est vraiment important, et ça répond à votre questionnement aussi, de se fixer les finalités et les objectifs de ce qu'on veut faire, de définir le sens qu'on donne à la reconnaissance, le sens qu'on donne à la compétence. Et André, tu l'as dit tout à l'heure, et tu ne cesses de le répéter, est-ce que la compétence, c'est la réponse à un attendu? Ou est-ce que la compétence, c'est quelque chose qui est propre à ma situation? Ça, c'est une vraie question, hein, sur laquelle on s'est... Et c'est extrêmement intéressant de se la poser avec le monde de l'entreprise. Parce que si on se la pose entre soi, entre nous, les accompagnants, c'est une chose. Si on laisse l'entreprise se la poser entre elles, c'en est une autre. À la limite, même si on laisse les bénéficiaires se dépatouiller avec cette question-là, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait tous ensemble. Voilà. Voilà. Les principes d'action, c'est extrêmement, ça vous verrez, on a dégagé tous ensemble, de façon concertée, partagée, des principes d'action. Et puis surtout, et ça c'est important et vous le verrez quand je vais présenter le badge, la place laissée aux personnes. Parce que souvent dans la démarche compétence, finalement la personne elle a très peu de place, voire elle n'a pas de place du tout. Voilà. Elle est contrainte à suivre, je dirais, un mouvement. Et malheureusement, un mouvement qui n'est pas le sien, puisque c'est soit le mouvement de son conseiller, soit le mouvement imprimé par le territoire, par les institutions, voire par les entreprises. Et on le sait, les entreprises nous disent, on recherche ci, on recherche ça. Alors comme tu l'as dit, André, on verra ce que ça donne, mais elles avaient énormément baissé leurs prétentions parce qu'évidemment, on avait du mal à recruter. Donc on était sur les savoir-être, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Malgré tout, on sait très bien que le mouton à 5 pattes qui recherchait, quand on présentait un mouton à 4 pattes, voire à 3 pattes, voire à 2 pattes, ils étaient dans une posture de prendre quand même. Donc on peut se poser la question de la validité des attendus qu'on impose, entre guillemets, aux personnes. Et dans la construction de notre écosystème, c'est vraiment toutes ces questions-là qui étaient en filigrane, hein, toutes ces questions-là qu'on s'est posées, et on voit qu'on peut faire bouger les lignes à tous les niveaux, au niveau des accompagnants, au niveau des entreprises et au niveau aussi des bénéficiaires. Voilà. Donc, je dirais, l'objectif, tout de suite, c'est la construction d'un territoire de la reconnaissance qui se base sur trois grands axes. Développer, identifier le potentiel de chacun. On parle bien de potentiel. Hein. On ne parle pas de compétences techniques, on ne parle pas de... C'est bien la personne qui est le moteur de la dynamique. Faire de chacun un acteur de la reconnaissance, alors sa reconnaissance propre en premier, et c'est ce qui nous semble le plus important. Ça a été de longs échanges avec les entreprises, c'est-à-dire c'est quoi une reconnaissance qui part de la reconnaissance propre de la personne. Voilà. Et puis, mais ça tu en as parlé aussi, vous en avez parlé lors de la première intervention sur la table ronde, bâtir un écosystème de la réciprocité et de la confiance, c'est-à-dire que l'entreprise fasse confiance à la personne, que la personne fasse confiance à l'entreprise, ça nous semblait vraiment fondamental. Il faut que j'aille vite, Eden me fait des signes, 5 minutes. Voilà. Donc, je dirais, pour nous, cet écosystème, il ne peut être que participatif et concerté entre l'ensemble des parties prenantes. Les accompagnants, les structures d'accompagnement, le monde de l'entreprise et les bénéficiaires. Et l'idée, c'est vraiment pour nous d'inverser la logique qui prime trop souvent quand on parle de compétences, c'est-à-dire la logique des attendus d'un territoire en termes de compétences, parce qu'on pense qu'une démarche compétence peut être vraiment émancipatrice quand elle permet et quand elle contribue à l'identification des potentiels de chacun. Par contre, on est aussi convaincu qu'elle peut être extrêmement limitante, voire incapacitante, quand elle manifeste un écart entre ce qu'on attend sur le territoire, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de telle compétence, moi, entreprise, moi, territoire, moi, institution, etc. Et la béance que peut ressentir le public quand il se rend compte que cet attendu, il est inaccessible.
Donc, c'est-à-dire que nous, dans la construction de notre écosystème, on a pris en compte une dimension de la compétence. On a réfléchi longuement sur la dimension de la compétence et de ce qu'on voulait construire avec le public. Voilà. Et donc, finalement, pour nous, travailler dans une démarche compétence, c'est travailler sur les représentations de ce que la personne, le public qu'on accompagne, pense pouvoir être en capacité de réaliser, non pas au regard d'attendus qui lui sont extérieurs, mais tu l'as dit, André, au regard d'attendus qui sont contextualisés à la personne elle-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est permettre à la personne d'élaborer une stratégie qui soit désirable pour elle, et pas pour quelque chose d'extérieur. Le territoire, je parle du territoire pour englober, je dirais, les membres de l'écosystème. Le territoire, c'est le monde de l'entreprise, c'est le contexte institutionnel, etc. C'est-à-dire que cette stratégie, elle doit d'abord être désirable pour la personne avant d'être désirée par son conseiller, par l'entreprise qui l'accueille, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec aussi le monde de l'entreprise, avec l'ensemble des structures d'accompagnement, et qu'on a co-construit aussi à travers différentes actions qu'on a menées avec les publics. Et j'en prends pour preuve, dans le cadre de l'incubateur, on a passé 3 jours avec les jeunes, on a installé puisqu'on a, dans le cadre de l'incubateur, on s'appuie notamment sur un outil qui est le web média, c'est-à-dire la construction par les jeunes d'un média qui parle de leur territoire. Voilà. Et on a travaillé sur des ateliers avec les jeunes de réflexion autour de la reconnaissance, et c'est quelque chose qui matche tout à fait, et l'entreprise est tout à fait partie prenante de cette dynamique-là. Je vais vite parce que Eden me fait des signes. Voilà. Donc, 3 principes d'action. Pour nous, ancrer la reconnaissance sur l'expérience vécue et le contexte de l'expérience que la personne est en train de vivre. Voilà. Présumer, et là on est bien sur de la présomption de compétence, présumer et reconnaître la valeur au sentiment de compétence de la personne. Là, on est sur un retournement complètement de la démarche. On n'est plus dans la logique de carence, on est vraiment dans la présomption de compétence. Et aussi dans la valorisation de la capacité de la personne à s'engager, à persévérer dans la dynamique. Voilà. Et à persévérer dans un parcours qui a de la valeur à ses yeux, parce qu'il est d'abord parcours reconnu par la personne et pas reconnu par son accompagnant ou par l'institution. Voilà. Finalement, ce qu'on cherche à montrer, c'est que le parcours, il produit de la compétence, le parcours, il produit de la décision, il produit de l'engagement et il produit de la persévérance. Et le badge, dans ce cadre-là, devient un outil de manifestation, d'identification de cette production dans le parcours. Voilà. Et c'est à ce compte-là qu'on peut rapprocher, et là je réponds à votre question. Alors je dis, là on est dans la théorie, je dirais, mais enfin, on est maintenant dans la construction puisque les projets démarrent, et on l'a vécu vraiment pendant ces 3 jours avec les jeunes. On a passé 95 jeunes sur le plateau télé, et sur les ateliers de reconnaissance, on a une 60aine de jeunes qui sont passés sur les 3 jours, et moi maintenant j'ai la conviction que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, et là à ce niveau-là, on peut rapprocher le sentiment de compétence de la personne, objectivé par le travail de reconnaissance et la badgification. On peut là rapprocher le sentiment de compétence de la personne des compétences attendues sur le territoire, des compétences attendues sur le territoire, des compétences attendues par les employeurs, pardon. Mais vous voyez bien j'ai le sentiment qu'on inverse dans l'outillage la démarche qui était trop souvent la nôtre c'est l'image que je prends souvent, moi qui fais un peu de montagne, quand on est dans les lacets à l'approche du col et qu'on regarde en l'air, on se décourage. Et quand on regarde nos pieds qui avancent pas après pas, je vais pas reprendre la métaphore du petit pas que tu utilises souvent, mais là, on a de la motivation, on a du courage pour avancer. Enfin, c'est un peu ce sentiment-là qu'on construit. Donc finalement, l'objectif pour nous, c'est bien de développer une logique réflexive pour les publics, ancrée sur 4 dimensions, et c'est pas un hasard, c'est les dimensions du pouvoir d'agir. Le rapport à soi, évidemment, le rapport aux autres,
le rapport à l'environnement, et là on est dans l'expérience, hein, on est bien d'accord, on est dans l'expérience, et le rapport au futur. Et là on sera dans la stratégie. Voilà. Je passe, enfin voilà, et je pourrais matérialiser ce que je viens de dire par la construction qu'on a fait dans le cadre du collectif Manche Open Badge d'une strate de reconnaissance. Alors, c'est presque en amont de la reconnaissance de compétences. Là, on n'est pas sur reconnaître des compétences, on est plutôt reconnaître ce que je disais pour la personne, une motivation, une envie de s'engager, une posture, une capacité, voilà, à travers la sécurisation, je dirais, ou je dirais presque une phase d'engagement dans une relation à l'entreprise à travers la construction d'une strate qui n'est pas, c'est pas des compétences, hein, c'est pas une compétence je sais communiquer, je suis motivé, on est vraiment dans une strate de posture qu'on construit avec les jeunes. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis. 2 minutes. En gros, et je vous présenterai un badge juste après, je pense qu'il explicite bien ça. L'idée pour nous, c'est bien de produire pour les publics, mais aussi pour les accompagnants et même pour les entreprises, un plus grand sentiment de contrôle et un plus grand sentiment de pouvoir sur les parcours que la personne est en train de conduire. Et ça nous semble vraiment important. L'enjeu, c'est vraiment de développer un pouvoir sur son propre avenir, voilà. Un pouvoir un pouvoir intérieur d'abord de la personne, hein. Un pouvoir avec les autres, un pouvoir sur l'environnement notamment, mon environnement, mon contexte, ma situation, et finalement un pouvoir qui est un pouvoir sur le futur, c'est-à-dire je dois avoir pouvoir sur mon propre futur, je dois pouvoir construire mon propre futur qui soit le mien, mon futur propre. Voilà, je dirais. Et donc voilà la démarche un petit peu qui est pour nous, qui fonde notre démarche de reconnaissance sur le territoire. Donc on a une première strate de badge qui est vraiment dans cette dynamique de reconnaître à la personne un sentiment de compétence, c'est celle-là. Reconnaître un sentiment de compétence, reconnaître un sentiment d'engagement qui doit susciter de la persévérance. Et c'est cette première strate qui... Alors, ça a été un long débat dans la construction des badges, c'est les éléments de preuve. Quels sont les éléments de preuve d'un badge? J'adapte ma présentation, j'adapte ma communication, badge qui doit me permettre d'assurer mon engagement dans la relation entreprise. Et ben, ça a été un long débat, débat très, très cordial, très serein. Et finalement, alors, l'entreprise nous tirait vers un badge d'autorité, enfin, vers un élément de preuve d'autorité, la reconnaissance par un père chef d'entreprise que la personne possédait bien ses atouts. Et finalement, d'un commun accord, hein, à l'unanimité, je dirais des voix, quelque part, on est sur de l'auto-reconnaissance de la personne, c'est-à-dire du storytelling. C'est la personne qui se reconnaît. Et cette reconnaissance a la valeur pour l'entreprise. Et quand on parlait de territoire de la confiance, voilà, j'arrête. Donc c'est moi qui ai le micro, Eden, voilà. Et je voulais vous parler en 2 minutes, je sais, en 2 minutes d'un badge qui est, moi que j'aime beaucoup. C'est un badge qui s'appelle une expérience réussie. Alors là, vous voyez, est-ce qu'on est dans la compétence? Est-ce qu'on n'est pas dans la compétence? C'est une grande question. Moi, je pense que oui, mais bon, après, voilà. Ce badge reconnaît une expérience positive dans le cadre d'une relation, d'un contact ou d'une expérience professionnelle. Alors, au début, ça s'appelait une expérience réussie. Je crois que c'est d'ailleurs ça qu'on avait présenté à Lille. Voilà. C'est devenu une expérience positive. Parce qu'une expérience réussie, elle n'est pas forcément positive. J'ai été à un entretien d'embauche, je n'ai pas été retenu. Malgré tout, c'est pour moi une expérience extrêmement positive parce que c'était mon premier. Ça s'est quand même vachement bien passé, j'ai réussi à le faire, etc., etc., etc. Et le badge, il permet à la personne de se la raconter. Excusez-moi voilà, mais ben oui, ça fait du bien des fois de se la raconter.
Moi, je me la raconte souvent. Non, je blague, mais voilà. Et vous voyez, c'est vraiment, voilà, moi, ce que je voulais vous présenter, c'était pas tant un projet, mais c'est vraiment une dynamique, un état d'esprit, je sais pas comment dire ça. Je pense qu'on fait vraiment écosystème dans cet environnement-là, enfin, dans ce qu'on co-construit. Maintenant, on s'attelle à des vrais projets structurants à travers l'incubateur de compétences, l'idée pour nous, c'est il faut contextualiser les expériences, s'il faut s'inscrire dans ce que tu dis, eh ben, il faut proposer au public des expériences qui le permettent. Donc ça, c'est l'incubateur de compétences, c'est-à-dire proposer aux jeunes de la mission locale des terrains expérientiels qui leur permettent de contextualiser qui ils sont vraiment, et pas qui ils sont au regard d'attendu, mais qui ils sont vraiment, je dirais, en eux-mêmes, pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc ça, c'est l'incubateur. Et puis l'activateur de potentiel que mène le CIBC, et vous voyez que c'est très concomitant, c'est formaliser, objectiver cette contextualisation de la personne par elle-même, pour elle-même, dans un système de reconnaissance ouverte des compétences. Voilà, on est vraiment là je pense en tout cas, dans la construction de quelque chose qui va durer 3 ans, et je m'arrête. Merci Nicolas. Merci. Alors je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, je ne veux pas en ajouter parce qu'on a un timing à respecter. Vous avez bien vu qu'Eden montre ses bras dans tous les sens pour nous indiquer qu'on doit aller sur les ateliers. Donc est-ce qu'on a la possibilité d'une question ou pas, Eden? C'est la réponse, elle doit être courte. Bon, on aura peut-être l'occasion d'échanger un petit peu plus tard. Non, il y en a une quand même. Voilà, il y en a une, ok. S'il faut que je leur nettoie, c'est compliqué. Vous le mettez loin de vous. Bon, j'espère qu'elle est courte, la question. C'était pour moi? Vous m'avez fait... Ah d'accord, ok. Merci. Juste, j'avais une question par rapport au storytelling, justement. Comment on fait pour que ce storytelling fasse autorité auprès des entreprises, ou en tout cas qu'ils soient entendus comme un facteur de preuve? On permet aux entreprises de construire avec nous, voilà, tout simplement. Ce n'est pas lié à la qualité du storytelling, c'est lié au fait que les entreprises sont partie prenante et que les entreprises croient au storytelling. À partir de là, le storytelling, il marche. Si on essaie de jouer sur la qualité du storytelling, c'est pas, voilà, je crois que c'est à partir du moment où les entreprises sont convaincues que la parole du jeune, que la parole du bénéficiaire du RSA, que la parole du travailleur handicapé, il a de la valeur à ses yeux, c'est la question de ce qui est désirable. Ce qu'il me raconte, je le trouve désirable. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on construise ensemble. Enfin moi je sais pas quoi vous répondre d'autre. Après on peut imaginer des storytelling scénarisés, etc. Mais je pense pas que c'est pas ça qui serve la démarche. Mais par contre quand l'entreprise reconnaît que ce que la personne raconte, ce que la personne lui raconte apporte du désir d'aller plus avant dans la relation, là on a voilà. Donc pour moi l'intérêt du storytelling n'est pas dans la qualité du storytelling, mais vraiment dans le fait que le storytelling permet de la désirabilité pour l'ensemble des parties prenantes. Enfin, c'est comme ça que nous on le pense en tout cas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a fait accepter du monde de l'entreprise. Et ça permet de dépasser la question de l'autorité. Une petite phrase pour conclure en lien avec ce que vient de dire Nicolas. Quand on parle de reconnaissance, il y a un préfixe re. Re comme retrouver, c'est trouver quelque chose, c'est répéter, il y a la notion de répétition, et on a toujours positionné la reconnaissance après l'emploi, après l'action, après l'activité, après l'expérience. Dans ce que nous dit Nicolas, c'est comment on pense la reconnaissance en amont. C'est la même chose dans tous les dispositifs de formation, comment on pense l'évaluation, sous-entendu apprécier la valeur, estimer la valeur en amont. Et je pense que plus on pensera à une ingénierie de la reconnaissance en amont, plus les structures qui font de l'accompagnement, je ne parle pas des organismes de formation, seront amenées à mettre en place des dispositifs de développement de compétences.
Et en gros, accompagnement et développement de compétences seront de pair si on veut penser la reconnaissance, non pas à la fin de quelque chose, mais pendant, pour que l'individu soit complètement acteur de cette reconnaissance. Je remercie Catherine, je remercie Camille et Nicolas de nous avoir donné la possibilité d'illustrer les 3 termes qui font le titre de ces 2 jours, hein, reconnaissance, accompagnement et emploi. Je laisse le micro à Eden pour nous indiquer comment on s'organise pour les ateliers.